Bonjour les élèves. Alors, dans le cadre des séances de soutien, je vous propose cet exercice de restitution de connaissances concernant l'unité pollution. Nous allons essayer de répondre à ces différentes questions tout en prenant chaque question ou notion comme un support de révision du cours. Commençons alors par la première question. Dans cette première question, il vous est demandé de définir les notions suivantes: effet de serre et eutrophisation. Je commence donc par l'effet de serre. Et là, c'est un phénomène qui est très lié au changement climatique. Je reviens ici bien entendu au cours. Donc nous allons procéder tout d'abord à une révision du cours. Et c'est après cela qu'on va répondre à la question. Alors, l'effet de serre, c'est un phénomène qui est lié à la pollution de l'air, donc ça entre dans le cadre de la pollution de l'air. C'est un phénomène qui est très lié au changement climatique. Sur ce document, vous voyez le principe de l'effet de serre. Il s'agit bien entendu de l'émission de certains rayons par le soleil, dont principalement l'infrarouge, et il y a une réflexion de ces rayons par le globe terrestre. Bien entendu, une certaine quantité de ces rayonnements est absorbée, c'est ce qui est responsable de l'échauffement du sol, mais aussi il y a une sorte d'emprisonnement de ces rayons dans l'atmosphère et c'est ce qui donne à la Terre la chaleur ou, si vous voulez, la température qui permet à la vie de continuer. Et justement, l'effet de serre, c'est un phénomène naturel. Ça permet alors d'avoir une température moyenne de 15 degrés Celsius sur notre planète. Et les chercheurs ont fait leurs études qui ont démontré que si ce phénomène n'existait pas, la température sur Terre serait de moins 18 degrés Celsius. Et dans ce cas, l'eau ne serait pas liquide. Et sans l'eau liquide, il n'y aura pas de vie. Donc, l'effet de serre, c'est un phénomène naturel et qui permet à la vie d'exister sur la Terre, bien entendu, grâce à la température qu'il favorise. Mais, du fait, bien entendu, de l'intervention de l'homme, les activités humaines ont accentué l'effet de serre par les différents types de gaz émis justement par ces différentes activités. Et donc, c'est ce qui est considéré comme étant la cause des changements climatiques qu'on vit ces dernières décennies, ces dernières années. Et donc, les changements climatiques, justement, il a été démontré qu'ils sont attribués aux activités humaines. Ces différentes activités qui ont altéré la composition de l'atmosphère, qui ont modifié la composition de l'atmosphère. Et bien entendu, s'ajoutent à ces activités humaines des gaz qui sont émis par des phénomènes naturels. Voilà donc les académies des sciences affirment qu'un important réchauffement climatique de la planète, bien entendu provoqué par les activités humaines, est en cours. Ce réchauffement constitue une grave menace pour l'humanité. Ça constitue une grave menace sur le plan environnemental et sanitaire. Et bien entendu, les causes des changements climatiques résident à 90% dans l'émission des gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre sont en fait naturellement peu abondants dans l'atmosphère. Il n'y a pas beaucoup de gaz qui sont dus à la nature. Mais c'est l'activité humaine qui a augmenté la concentration de ces différents gaz et c'est par conséquent la cause principale des différentes modifications qu'on est en train de vivre.
Et ce sont ces modifications qui sont les causes principales des changements climatiques que connaît notre climat. En résumé, les changements climatiques sont dus, d'une part, à des causes naturelles, mais les causes naturelles ne sont pas considérées comme tellement dangereuses. Par contre, les changements climatiques sont attribués principalement aux différentes activités humaines. Et si vous avez un exemple sur les gaz à effet de serre dans la région Tanger-Zitoun el-Husseima, comme vous pouvez le remarquer, les énergies représentent presque la moitié des gaz à effet de serre. C'est 47%. Vient en deuxième degré l'agriculture. Et puis, bien entendu, les autres, comme les différents types de déchets, l'industrie, et ainsi que les causes de type, bien sûr, forestier. Alors maintenant, ce qui nous est demandé, c'est-à-dire la définition. Eh bien, on peut définir l'effet de serre comme étant un phénomène naturel qui aboutit au réchauffement de la Terre. C'est ça l'effet de serre. Et dans l'atmosphère, comme je viens de le dire tout à l'heure, les gaz dont l'origine est naturelle sont très faibles par rapport aux émissions qui sont dues aux différentes activités humaines, notamment l'industrie, les moyens de transport, etc. Et par conséquent, ce sont les activités humaines qui renforcent l'effet de serre. Et par conséquent, ce sont ces activités qui provoquent les modifications du climat. Et les principales substances émises ayant un impact sur l'effet de serre sont le CO2, le méthane et le N2O. Pour ce qui est de l'effet de serre et les changements climatiques. Alors l'effet de serre, c'est un phénomène naturel de piégeage par l'atmosphère du rayonnement de chaleur émis par la Terre sous l'effet des rayons solaires. Et donc, vous voyez, vous avez ici la définition. Donc, je peux dire par là que si vous voulez la définition, eh bien, ça commence par là. L'effet de serre, c'est un phénomène naturel de piégeage. Piégeage de quoi? Des différents rayonnements de chaleur qui sont émis par la Terre sous l'effet des rayons solaires. Et c'est un piégeage justement par l'atmosphère. Voilà. Donc ça, c'est votre définition. Ça, c'est une définition que l'on peut proposer, par exemple, comme réponse à la question posée. Pour ce qui est des gaz responsables de ce phénomène, ils sont présents dans l'atmosphère à l'état de trace. Il s'agit pour l'essentiel de la vapeur d'eau, du CO2 et du méthane. Donc, si vous avez à donner des exemples, vous pouvez citer ces trois types puisqu'ils sont les plus prépondérants. La deuxième question qui vous a été posée concerne l'eutrophisation. Alors ça, c'est un autre phénomène. Alors ici, par exemple, vous avez un texte qui illustre ce que c'est que l'eutrophisation. Alors tout commence par des rejets excessifs d'éléments nutritifs pour les végétaux, et notamment le phosphore et l'azote. Je m'explique. L'homme, par ses différentes activités, rejette des éléments dont par exemple le phosphore et l'azote. Or, ces éléments constituent des agents nutritifs de premier degré pour les végétaux, parce que vous savez que les végétaux réalisent la photosynthèse. Et le phosphore et l'azote sont des éléments d'une très grande importance. Vous avez déjà étudié l'ATP, ça contient du phosphore. L'ATP, c'est l'adénosine triphosphate A, adénosine, c'est-à-dire une base azotée, donc ça contient de l'azote. Vous avez étudié l'ADN, acide désoxyribonucléique, acide parce que ça contient de l'acide phosphorique. Ça contient aussi des bases azotées, adénine, thymine, guanine et cytosine. Vous avez vu que, bien entendu, la relation gène-protéine-caractère, tout commence bien entendu par le gène, mais ça doit passer par la protéine, qui peut contenir bien entendu de l'azote, parce que les protéines, c'est formé d'acides aminés. Donc, ça contient une fonction acide et une fonction amine.
Voilà donc ces éléments, une fois rejetés, ils vont être exploités par les végétaux et principalement par des algues qui vont donc se multiplier et cette prolifération va se faire particulièrement en surface. Une fois c'est fait, la surface est couverte d'algues et donc ça fait diminuer la transparence de l'eau. Il n'y aura plus de photosynthèse en profondeur. Et donc, en profondeur toujours, il va y avoir la diminution de la teneur de l'eau en oxygène. Et par conséquent, un certain nombre d'espèces de poissons vont disparaître parce qu'il n'y aura plus d'oxygène. On donne ici l'exemple des truites. Alors ce phénomène, il est encore accéléré lorsque la matière végétale en grande quantité meurt, tombe en profondeur et se décompose. Et là, il va y avoir l'intervention des micro-organismes qui vont, bien entendu, utiliser leur réaction aérobie, ce qui va encore davantage consommer de l'oxygène. Une fois c'est fini, c'est la fermentation anaérobie qui va prendre place. Et vous savez que la fermentation donne naissance au dégagement d'un certain nombre de gaz qui ne sont pas, bien sûr, favorables à la vie, comme le cas de l'hydrogène sulfureux ou d'ammoniac. Ce sont des gaz nauséabonds, c'est-à-dire des gaz ou des produits insoutenables. Et donc ça, c'est une phase qui va se terminer par la disparition de tous les animaux du lac et donc par la mort du lac. L'eutrophisation, c'est donc un phénomène négatif. C'est vrai que ça aboutit à la prolifération des algues, mais ça finit par la mort du lac. Vous avez ici l'exemple, bien sûr, cette photo qui illustre cette prolifération des algues en surface. Alors l'eutrophisation, l'eutrophisation, ça entre dans le cadre de la pollution des eaux douces, principalement les lacs et les rivières. Et là, je vous donne un schéma qui illustre les différentes étapes de l'eutrophisation. Ça commence par le rejet excessif des éléments nutritifs pour les végétaux, principalement le phosphore et l'azote. Ça va aboutir à la prolifération des algues en surface et donc la diminution de la transparence de l'eau, l'arrêt de la photosynthèse en profondeur, diminution de la teneur de l'eau en oxygène, disparition de certaines espèces de poissons, notamment les truites, et donc la mort de grandes quantités de la matière végétale en profondeur ainsi que sa décomposition par les micro-organismes. Ça va faire disparaître l'oxygène et apparaître la fermentation anaérobie, qui va être bien entendu source de dégagement de gaz qui sont nocifs et donc qui finiront par faire disparaître tous les animaux du lac et donc la mort du lac. Je propose donc la réponse à la question posée. L'eutrophisation, c'est quoi? C'est un phénomène négatif lié à la prolifération excessive des algues à la surface des eaux suite à leur enrichissement en substances minérales et organiques et vous pouvez ajouter notamment du phosphore et de l'azote. Deuxième question, citez deux procédures permettant la valorisation de la matière organique des déchets ménagers. Et pour répondre à cette question, on a déjà dit que nous allons prendre tous les éléments comme étant un support pour la révision du cours. Eh bien, je commence tout d'abord par définir ce que c'est qu'un déchet. Un déchet, c'est tout objet en fin de vie. C'est aussi toute substance ayant subi une altération physique ou chimique et donc qui ne représente plus d'utilité. Vous avez un tas d'exemples. Prenez un verre d'eau. Vous avez rempli votre verre d'eau potable et par accident, vous avez fait tomber quelques gouttes de savon, par exemple, d'un élément nocif, d'une substance chimique qui n'est plus acceptable. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez rejeter l'eau de votre verre. C'est-à-dire que votre substance a subi une altération, une modification, suite par exemple au rejet de la matière chimique qui a été rejetée, qui a été ajoutée à cette eau, ou si vous avez vu tomber quelque chose dans votre verre d'eau. Et donc toute altération qui rend votre
produit ou votre objet euh, inutilisable, eh bien ça peut être considéré comme étant un déchet. Les procédures que vous avez étudiées sont l'incinération, la production de biogaz, c'est-à-dire la méthanisation, et le compostage. Et l'exercice vous demande deux propositions. Ce serait donc à vous de choisir deux propositions parmi ces trois. Pour nous, nous allons parler de ces trois éléments. Nous sommes en train de réviser notre leçon. Alors, justement, ça concerne les déchets ménagers et donc nous allons proposer une définition aux déchets ménagers. Eh bien, ce sont tous les produits issus de l'activité quotidienne des ménages, de l'activité quotidienne des familles. Ce sont donc des déchets dont la composition chimique est très riche en éléments organiques. Ça, c'est une caractéristique des déchets, surtout dans les pays qui ne sont pas très développés. Nos déchets sont très riches, sont très caractérisés par les éléments organiques. Ça représente à peu près 65%. Et vous avez bien entendu des métaux, du papier, des plastiques, du verre, etc. Alors, ces déchets ménagers regroupent en fait une portion qui peut être recyclée, mais aussi une portion qui ne peut pas être recyclée. Donc, on peut dire que les ordures ménagères contiennent une portion non recyclable ou qui n'a pas encore été recyclée, parce que bien entendu, il faut avoir la capacité de recycler certains éléments. Et donc, lorsqu'on dit la capacité et le pouvoir, ça signifie bien entendu il faut avoir les moyens ainsi que les compétences. Les déchets ménagers contiennent aussi une portion recyclable, sec, comme les journaux, du papier, du carton, des magazines, du verre, l'aluminium, du plastique, etc. De même que la partie humide. Oui, c'est vrai que une partie humide organique peut aussi être recyclée. Les déchets ménagers, en ce qui concerne la durée de vie des différents éléments qu'ils contiennent, vous voyez ici que certains éléments qu'on rejette par un geste très simple, habituel et ordinaire, eh bien, ils peuvent rester dans le sol beaucoup, très longtemps. Prenez l'exemple du chewing-gum, c'est 5 ans. Les filtres de cigarettes, 2 ans. Les journaux, 1 an. Le plastique, regardez bien, du verre, etc. Et donc, on peut, dans ce cas, envisager l'effet de ces éléments qui vont rester si longtemps dans le sol. Ainsi, l'utilisation des déchets doit passer par des étapes. Le tri, la collecte, le recyclage, mais enfin la valorisation des déchets ménagers. La valorisation, ça veut dire leur donner une nouvelle valeur. Pour ce qui est du tri, et donc regardez bien, je mentionne ici les différentes étapes par lesquelles les déchets ménagers doivent passer, mais aussi la définition de chaque procédure. Pour ce qui est du tri, c'est l'action qui consiste à séparer les déchets selon leur nature à la source, c'est-à-dire vous allez trier vos déchets. Vous sélectionnez du papier à part, du carton à part, du verre à part, du plastique à part. Ça, c'est donc le tri. Et à la source, c'est-à-dire dès leur sortie de la maison. Et puis, ça vient la collecte. Eh bien, la collecte, c'est l'action qui consiste à récupérer les déchets. Et là aussi, c'est selon leur nature à la source. Eh bien, dans le cas des pays développés, on, par exemple, on détermine les différents types de déchets en fonction des différents jours de la semaine. On propose par exemple, je dis par exemple, le lundi, les familles ne font sortir que du carton. Rien que du carton. Le mardi, ça serait pour le verre. Le mercredi, par exemple, c'est pour les plastiques.
etc. Et donc ça c'est une collecte, mais qui est liée au tri, et selon la nature et à la source. Donc voilà, le tri, ça consiste à séparer, c'est écrit en noir. La collecte, ça consiste à récupérer. Et c'est toujours selon la nature et à la source. Le tri et la collecte des déchets sont les actions qui consistent à séparer, c'est-à-dire trier, et à récupérer, c'est-à-dire collecter les différents types de déchets. Et lorsqu'on dit différents types, c'est-à-dire différentes natures et à la source. Pour ce qui est du recyclage, c'est l'ensemble des actions qui donnent aux déchets une nouvelle vie, une nouvelle fonction, et par conséquent les faire entrer dans un nouveau cycle. Le recyclage, ça permet donc aux déchets d'avoir une nouvelle valeur. Vous avez par exemple une bouteille de plastique, au lieu de la rejeter, vous pouvez par exemple mettre un peu de bonne terre et faire cultiver quelques fleurs. Et voilà, ça devient quelque chose de d'utile. Les avantages du recyclage, regardez bien ici, si par exemple il vous est demandé de citer les avantages du recyclage, eh bien ça permet d'une part d'économiser de l'énergie, mais aussi et surtout de limiter les effets néfastes des déchets sur l'environnement et sur la santé. Vous allez remarquer que lorsqu'on parle de la pollution, on est obligé de parler de l'impact des polluants. Et cet impact, ça se fait sur trois axes. C'est toujours trois axes. L'économie, la santé et l'environnement. Et justement, le recyclage, ça permet d'économiser de l'énergie. Donc, côté économie, ça permet de limiter les effets néfastes des polluants sur l'environnement et aussi sur la santé des personnes. Voilà, je résume. Les avantages du recyclage: économiser l'énergie, limiter les effets néfastes sur l'environnement, limiter l'impact des déchets sur la santé. Les techniques de réutilisation et d'industrialisation. Alors pour ce qui est des techniques, ça permet l'élimination des ordures et par conséquent, il faut voir quels sont ces moyens de traitement, les moyens par lesquels on peut éliminer et traiter les ordures ménagères. On commence par le compostage. Alors le compostage, c'est en quelque sorte un ensemble de réactions chimiques qui se déroulent dans un endroit appelé la compostière et qui nécessitent l'oxygène. Ce sont donc des réactions aérobies. Alors on va mettre de la matière première qui contient du fumier brut, de la litière, des éléments nutritifs, les résidus d'aliments, pour les animaux, du carbone, etc. Et par les réactions chimiques, il va y avoir un dégagement de CO2 et d'autres gaz. Il va y avoir donc un dégagement de chaleur, élimination de l'eau, et ce qui reste, c'est un mélange homogène de matière organique décomposée. C'est un mélange de matière qui contient aussi des minéraux et qui contient des micro-organismes. Et ce mélange est bénéfique, il est utile surtout pour l'agriculture. Et ça s'appelle le compost. Donc voilà, quels sont maintenant les avantages et les objectifs? Le compostage, c'est donc un traitement biologique aérobie de déchets organiques permettant de poursuivre plusieurs objectifs. Les avantages, dont la stabilisation du déchet afin de réduire les éléments polluants, c'est-à-dire réduire les pollutions ou les nuisances qui sont associées à son évolution biologique. Et donc voilà, ça permet la réduction de la masse du déchet, donc on va diminuer la quantité des déchets, et en même temps on va produire un compost qui va avoir une valeur, qui va donc prendre place aux engrais chimiques qu'on est obligé d'acheter. Donc vous voyez, on réduit la masse des déchets et on a en notre possession un produit naturel au lieu d'acheter un autre chimique.
Le compostage correspond alors à une dégradation biologique de la matière organique en présence d'oxygène sous l'action combinée de différents organismes et notamment des bactéries. Ça, c'est la définition que vous devez proposer s'il vous est demandé de définir ce que c'est que le compostage. Alors, ce sont des réactions de dégradation biologique en présence d'oxygène. Voilà. C'est donc un procédé biologique naturel, contrôlé, qui permet la conversion et la valorisation de substrats organiques. On va les convertir, on va leur donner une valeur, parce que ça va donner un produit qui est hygiénique, qui est stabilisé et qui est riche en composés humiques. Les composés humiques, ce sont les composés qui sont utiles pour le sol. Les déchets organiques sont placés dans une compostière. C'est là où les micro-organismes vont effectuer leurs travaux de transformation. Ils vont transformer nos déchets organiques en bonne terre, qu'on appelle le compost. Le processus de compostage, comme illustre ce document, ça passe bien entendu par des étapes pendant lesquelles vous voyez qu'il y a une sorte d'évolution de température en fonction du temps. Et pendant bien sûr ces étapes, vous avez des phénomènes qui se déroulent. La décomposition des éléments solubles, la destruction des champignons, la réinstallation une autre fois de champignons, la décomposition des polymères et en fin de compte l'arrivée des micro-organismes. Donc vous voyez que tout ceci se passe bien entendu lorsqu'on est en train de transformer nos déchets ménagers en compost. Et pour résumer, nous allons dire que ce processus de compostage contient en fait deux étapes. Ces deux étapes ou phases sont premièrement la phase de décomposition et enfin la phase de maturation. Je reviens à notre document. La phase de décomposition, c'est la phase pendant laquelle, comme vous le voyez ici, il y a une bonne augmentation de température. C'est donc une phase où il y a de la chaleur. Mais lorsque ça diminue, c'est la phase de maturation et ça s'effectue enfin. Alors, ce document illustre ce qui se passe pendant le compostage. Vous mettez vos déchets organiques. Ça commence par une fermentation chaude. Mais attention, c'est une fermentation qui consiste à consommer de l'oxygène, donc ça nécessite de l'air. Ça dégage du CO2 et l'eau. Et lorsque vous passez à la maturation, là aussi vous avez toujours besoin d'air. C'est donc toujours avec élimination du CO2 et d'eau. Et vous allez avoir enfin votre compost. Pendant la première phase, celle de la fermentation chaude, pendant laquelle il va y avoir cette augmentation de température, etc. Eh bien, c'est pendant cette phase qu'il va y avoir la biodégradation de 30 à 40% de la masse des déchets, avec élévation de la température de quelques jours à un mois. Voilà, donc c'est le temps qui convient à cette phase. Et bien entendu, il y a des besoins élevés en air, c'est-à-dire en oxygène. Pour ce qui est de la phase de maturation, c'est la phase pendant laquelle il y a les biotransformations de la matière organique résiduelle. Elle a peu d'effet thermique et peut durer jusqu'à 3 mois et les besoins en air sont un peu faibles. Alors la première phase, celle de décomposition, ça se passe au début du compostage. C'est là où les micro-organismes sont actifs. C'est une phase qui est caractérisée par une forte consommation d'oxygène et une élévation de température. Pour la phase de maturation, la température n'est pas tellement élevée, donc 30 degrés Celsius. Les micro-organismes restent toujours actifs et transforment notre matière organique résiduelle en compost. Le compostage, c'est donc un processus de fermentation aérobie. Attention, c'est aérobie. C'est donc un processus de réaction chimique nécessitant l'oxygène. Et lorsque vous dites c'est aérobie, on a besoin d'air. Et lorsqu'on a besoin d'air, c'est-à-dire qu'on a besoin de retournement. Alors les retournements, ça permet l'aération. Et c'est là que les micro-organismes peuvent bien entendu être actifs et réaliser leurs réactions chimiques qui vont être traduites par la forte élévation de température et par conséquent le fumier par le phénomène, par le processus de compostage se transforme en humus. Les transformations au cours du compostage, eh bien ça permet
Alors regardez bien, vous avez les avantages. Ça fait baisser le volume des déchets, ça fait baisser le poids frais, c'est-à-dire on a vu qu'il y a toujours cette perte d'eau, et par conséquent les éléments fertilisants, les éléments nutritifs, les éléments utiles pour le sol vont se concentrer. On a parlé de processus aérobie, besoin d'air, besoin d'oxygène, et donc on a besoin de retournement afin d'aérer les déchets ménagers et donc aérer le milieu et donc permettre aux organismes de mieux fonctionner. Eh bien, on est obligé de faire ces retournements, comme vous le voyez ici, pendant chaque 4 semaines, à la fin de chaque mois, des ouvriers vont procéder au retournement des déchets et donc les aérer. Et vous voyez que ça s'améliore justement, il y a élévation de température. Ça baisse encore à la fin du deuxième mois, on procède encore au retournement et ainsi de suite. Et là, bien entendu, lorsque vous n'avez plus d'augmentation de température, ça veut dire que vous êtes arrivé à la dernière phase, celle de maturation. Donc voilà, une bonne aération engendre une bonne décomposition des matières organiques. Et afin de garder une bonne oxygénation, on est obligé de faire des retournements, c'est-à-dire des brassages. Les retournements permettent de mélanger les matériaux afin qu'ils soient bien attaqués, afin qu'ils soient bien aérés, afin que les organismes, les micro-organismes soient bien actifs. Et donc, voilà, grâce au retournement, le processus biologique va redémarrer à chaque fois que c'est fait et la température va augmenter de nouveau. Deuxièmement, la méthanisation. Eh bien là, c'est une fermentation mais en milieu anaérobie. Donc voilà, c'est en absence d'oxygène. Les matières organiques vont fermenter, ça va permettre la production de biogaz essentiellement formé de méthane, 50 à 70%. Comme définition, la production du biogaz ou méthanisation, c'est un processus de décomposition des matières organiques en milieu anaérobie à l'aide de bactéries méthanogènes, notamment les méthanobactériums. Méthanogènes, ça vient de méthano du méthane et gène Genesis formation. Donc ce sont des bactéries qui permettent la production du méthane. La méthanisation, elle se déroule dans des réservoirs fermés qu'on appelle les digesteurs qui assure un confinement total des odeurs et des conditions de température bien précises. C'est donc quelque chose de contrôlé. Ça permet bien sûr la production d'énergie sous forme de biogaz avec une teneur de presque 55% de méthane. Et ça produit en fin de compte un amendement organique qu'on peut utiliser dans l'agriculture. Vous voyez donc que c'est une procédure qui va nous permettre de minimiser les quantités de déchets et de les exploiter, de leur donner une nouvelle valeur. Troisième procédure, c'est l'incinération avec récupération d'énergie. Alors l'incinérateur, c'est un four. Donc on va utiliser un four où on va réaliser la combustion des déchets et ça c'est toujours contrôlé et donc sous des températures très élevées. Regardez bien, j'ai résumé. On va récupérer la chaleur afin de chauffer les maisons ou bien pour produire de l'électricité. Pour ce qui est de la production de l'électricité, c'est le chauffage de l'eau et la vapeur va être exploitée pour faire tourner des turbines et donc produire de l'électricité. Les fumées vont être filtrées et lavées, et donc ils ne seront plus nocives. L'acier qui reste dans les cendres va être prélevé par des gros aimants afin qu'il soit recyclé. Et une fois les ordures sont brûlées, les cendres restantes sont souvent mises en décharge, mais c'est beaucoup moins de ce qui a été à l'origine. Voilà, on a répondu à la première et à la deuxième question. On passe maintenant à la troisième question. Pour chacune des données numérotées de 1 à 4, une seule proposition est correcte. Donc il faut souligner que chaque proposition ne nécessite qu'une seule réponse, un seul choix. Eh bien, il faut recopier les couples suivants et choisir pour chaque couple, bien entendu, la lettre qui correspond à la proposition correcte. Alors, on commence par la première, l'infiltration du lixivia dans le sol provoque. L'infiltration du lixivia.
dans le sol. Qu'est-ce que ça provoque? Est-ce la production du méthane, l'effet de serre, les pluies acides ou la pollution des nappes phréatiques? Pour répondre à cette question, on va évoquer les lixivias. Eh bien, vous voyez, les lixivia, c'est donc un phénomène, bien sûr, polluant, et ça concerne les régions où l'on rejette nos déchets, c'est particulièrement dans les décharges sauvages, et donc voilà, ça a un impact vraiment sur l'environnement. L'impact des déchets ménagers sur l'environnement peut être direct ou indirect. Comment ça? Eh bien, direct, c'est lorsque vous collectez et vous traitez les déchets ménagers, ça c'est un impact direct, mais aussi vous pouvez utiliser des produits chimiques afin de traiter vos déchets ménagers. Et là, donc ces produits eux-mêmes vont générer des éléments nocifs et donc c'est aussi un impact. C'est un impact indirect. Et bien voilà, s'ajoutent à ces ordures les eaux de pluie. Alors les eaux de pluie qui s'écoulent à travers les déchets vont se mélanger aux matières organiques solubles. Donc voilà, vous avez des éléments, que ce soit des éléments minéraux ou organiques, et qui sont toxiques, qui sont nocifs, ils vont se mélanger à l'eau, bien sûr, des déchets, plus les eaux de pluie. Et tout ceci, riche bien sûr en ces éléments, et particulièrement les métaux lourds, qui sont dus aux batteries, à des agents pathogènes, et bien tous ces mélanges, ça constitue ce qu'on appelle les lixivias. Donc les lixivias, ce sont des jus mélangés avec de l'eau, l'eau des polluants, des déchets, l'eau de pluie et les différents éléments que contiennent les déchets. Donc voilà, je résume. Dans les décharges sauvages, les ordures ménagères libèrent l'eau qu'elles contiennent. L'eau se mélange aux différents éléments des ordures afin de former une sorte de jus, et ces jus sont mélangés aux eaux de pluie, formant ce qu'on appelle les lixivias. Et par les polluants, les substances toxiques et les métaux lourds qu'ils concentrent, les lixivias sont donc une menace pour les sols et pour les ressources en eau. Ainsi, les décharges sauvages sont des sources de pollution des ressources en eau par les lixivias. Vous voyez ici la définition. Le lixivia, c'est un liquide résiduel engendré par l'infiltration de l'eau et des liquides à travers un sol contaminé par les polluants. Vous voyez que les eaux de pluie plus l'eau qui provient des polluants avec tous les éléments que les déchets contiennent, eh bien, s'infiltre, ça donc contamine le sol et ça arrive jusqu'aux nappes aquifères, donc aux eaux souterraines. Alors l'élixivia s'infiltre à travers le sol et constitue une menace pour l'environnement, en particulier pour les nappes phréatiques, c'est-à-dire les eaux souterraines, ainsi que pour la faune et la flore du sol. Voilà, donc la réponse maintenant, elle a été claire pour ce qui est de la première question. Si je reviens à la première question, voilà, l'infiltration du lixivia dans le sol, ça provoque bien entendu quoi? La pollution des nappes phréatiques. Alors maintenant, on passe à la deuxième question. L'augmentation de la concentration atmosphérique des gaz à effet de serre résulte de l'utilisation de l'énergie. Quel type d'énergie? Éolienne, fossile, géothermique ou hydraulique? Je crois que vous savez très bien que l'énergie éolienne, c'est-à-dire c'est l'effet du vent, géothermique, la chaleur au niveau de la Terre, hydraulique, l'eau au niveau des barrages, eh bien ça constitue ce qu'on appelle les énergies propres, renouvelables. Alors que l'énergie fossile, du pétrole, du charbon, du gaz, ce sont là les énergies qui peuvent donc générer des gaz et qui peuvent contribuer à accentuer l'effet de serre. Alors les gaz à effet de serre, nous allons parler de ce phénomène.
Et nous allons parler bien entendu aussi des énergies renouvelables, solaires, éoliennes et hydrauliques. Alors pour ce qui est des principaux gaz à effet de serre, vous avez la vapeur d'eau, du CO2, gaz carbonique, du méthane, du protoxyde d'azote, de l'ozone, les gaz fluorés. Et vous voyez, d'après ce document, d'où proviennent ces types de gaz. Alors pour ce qui est de la vapeur d'eau, provient de l'évaporation de l'eau sur la planète, à l'origine de 83% de l'effet de serre, naturel, mais sa durée de séjour dans l'atmosphère est très courte. Et on estime donc qu'elle intervient peu dans l'effet de serre anthropogène, c'est-à-dire dû à l'activité humaine. Pour ce qui est du gaz carbonique, c'est le principal gaz à effet de serre et il est dû aux activités humaines. Il est libéré lors de la combustion des énergies fossiles comme le charbon, comme le pétrole, comme le gaz. Le méthane, il est produit par la décomposition des matières organiques au niveau des décharges, des rizières, des marais, les feux de forêt, les élevages du bétail, la digestion des bovins. Pour ce qui est du protoxyde d'azote, ça provient essentiellement de l'agriculture, les engrais chimiques. L'ozone, ça provient essentiellement de la combustion des énergies fossiles, donc le transport. Pour les gaz fluorés, qu'on appelle aussi les composés organiques riches en fluor et chlore, ils sont créés bien entendu artificiellement par l'homme. Et donc vous voyez que les gaz à effet de serre, ils sont très liés aux activités humaines. Pour ce qui est des énergies renouvelables, solaires, éoliennes et hydrauliques, alors l'énergie solaire, bien entendu, c'est une énergie, vous le savez, le Maroc est maintenant, prend bien sûr une position très avancée par rapport aux autres pays, notamment en Afrique. Nous sommes donc un pays qui a bien développé son énergie solaire. Alors ça c'est dû bien entendu à des panneaux solaires, panneaux solaires photovoltaïques, donc qui vont convertir l'énergie lumineuse du soleil en énergie électrique. Ils sont donc dotés d'une plaque métallique qui absorbe les rayons lumineux et on transmet l'énergie à un circuit d'eau et la vapeur qui en résulte va faire tourner une turbine qui produit de l'électricité. L'énergie éolienne, donc c'est dû au vent, c'est à peu près le même principe. Elles sont dotées de pales qui tournent sous l'effet du vent et entraînent un axe dans la nacelle dont la rotation transmet l'énergie à un alternateur et donc ça permet la production de l'électricité. L'énergie hydraulique, c'est donc au niveau des barrages, c'est donc l'eau qui va faire tourner cette fois-ci les turbines. Donc les centrales hydroélectriques sont équipées de turbines qui tournent sous l'effet du mouvement de l'eau et ceci va permettre donc la transformation de cette énergie au niveau des alternateurs en énergie électrique, en courant électrique. Vous avez bien entendu ici comment ça a évolué au Maroc. Et donc vous voyez que l'énergie solaire, éolienne et hydraulique ont bien évolué. En 2020, ça représente 14%. L'énergie géothermique, eh bien, c'est une énergie qui dépend bien entendu de la chaleur de la Terre. Ça permet la production de l'électricité dans des centrales géothermiques grâce à l'eau très chaude au niveau des nappes dans le sous-sol. Et je vous propose ici un lien YouTube, bien entendu, où vous pouvez voir une vidéo qui vous permet de mieux voir comment ça s'exploite au niveau des nappes chaudes en profondeur. Alors ces énergies ne rejettent pas de substances polluantes, ce sont donc des énergies propres et renouvelables. Et donc ils n'ont pas d'effet sur les changements climatiques qui sont attribués bien entendu aux gaz à effet de serre et qui sont dus aux différentes activités de l'homme. Alors la troisième question, le contrôle de la qualité des milieux aquatiques se base sur l'indice biotique IBQS, les indices DCO DBO5, la concentration du méthane ou bien la densité de la macrofaune. Alors le contrôle et la qualité des milieux aquatiques se basent en fait sur des indices pour ce qui est du sol. Alors là, vous voyez le S, c'est l'indice biotique de la qualité des sols, donc ça concerne le sol et non pas les milieux aquatiques. Le DCO et DBO5, DCO c'est la demande chimique en oxygène ou bien la demande biochimique en oxygène pendant 5 jours. Et bien ça permet d'évaluer la quantité de matière organique dans l'eau
dans les milieux aquatiques. Et bien entendu, si le milieu contient trop de matière organique, ça veut dire que les organismes demandent beaucoup plus d'oxygène pour détruire, pour consommer cette matière organique. Et par conséquent, plus le DCO ou le DPO5, plus ça augmente, plus le milieu est pollué. Alors la concentration du méthane, non, ça n'a pas de relation avec les milieux aquatiques, ni la densité de la macrofaune. Voilà donc l'évaluation de la qualité des milieux naturels. Comment est-ce qu'on peut évaluer la qualité de l'eau, de l'air et du sol? Pour ce qui est de l'eau, c'est comme je viens de le dire, c'est la demande biochimique en oxygène pendant 5 jours, c'est la DBO5. Et vous voyez que euh, plus vous avez un milieu pollué, plus ça augmente. Bon, les rejets d'un abattoir, c'est beaucoup plus que dans la literie, c'est beaucoup plus dans l'usine à pâte de papier, etc. Et donc, plus ça augmente, plus c'est pollué. Vous avez l'exemple ici, le rejet des eaux usées des principales villes marocaines de la côte méditerranéenne. Ça, c'est le recensement de 2002. Voilà, donc la région de Tanger, Tétouan, Nador et El Hoceima. Les substances minérales rejetées dans les eaux. Alors ces substances, une fois rejetées dans une rivière, contiennent bien sûr de nombreux sels minéraux comme les sulfates, les nitrates, les phosphates. En outre, des bactéries, par leur action minéralisante des matières organiques, vont augmenter davantage le taux de certains sels minéraux, en particulier les nitrates et les sels ammoniacaux. Et donc voilà, cette teneur en éléments peut être évaluée par des bandelettes test. Vous savez par exemple le cas du papier à pH. De même, on peut utiliser certains invertébrés. Alors des organismes, surtout des invertébrés, peuvent être considérés comme des indicateurs de la qualité des eaux. Vous savez que certains invertébrés ne vivent que dans des milieux pollués. Et donc leur existence implique que le milieu est pollué. Contrairement à d'autres qui ne vivent que dans des milieux purs et par conséquent, l'existence de ce type ou de l'autre type permet d'avoir l'idée sur le degré de pollution ou de pureté d'un milieu. Alors les indicateurs biologiques d'une eau pure, d'une eau polluée, etc. Pour ce qui est des indices, certains organismes sensibles aux polluants peuvent être aussi utilisés afin d'évaluer la qualité de l'eau. L'indice biologique global normalisé. Voilà, donc vous avez une sorte d'échelle, l'indice de Dufray, et la qualité de l'air, ça peut aussi être évalué par soit des types de végétaux, ou bien par bien sûr des méthodes. Pour ce qui est des bioindicateurs, on a l'exemple des lichens, des végétaux. Donc les végétaux peuvent donner l'idée sur le degré de pollution et de pureté de l'air. Voici ici l'exemple. La qualité des sols, ça peut être déterminé par l'indice biotique de la qualité des sols. Et de toutes les manières, ces derniers éléments, c'est-à-dire évaluer le degré de pureté ou de pollution des milieux naturels, ça n'entre pas dans le cadre des examens. Alors, je l'ai laissé ici parce que, bien sûr, il fait partie de notre exercice. Voilà, je vous ai donné l'idée générale sur ces éléments-là, mais ils ne sont pas pris en considération lors de votre examen final. Alors, dernière question. Le tri des déchets est une opération qui se déroule selon les étapes suivantes. Alors, vous avez maintenant à reprendre ces différentes étapes et les mettre bien entendu dans leur ordre logique. Alors E1, c'est le transport des colis des déchets triés vers les unités de recyclage. E2, c'est la collecte des déchets. E3, c'est le tri des déchets à la maison. E4, déchargement des déchets au niveau des centres de tri. E5, c'est le tri au niveau des centres de tri. Alors vous choisissez laquelle de ces différentes successions répond bien entendu à la succession logique du tri des déchets. Alors maintenant, on va reprendre cette question de QCU, question à choix unique. Et donc, pour la première, l'infiltration du Lixivia,
ça donc provoque la pollution des nappes phréatiques. Pour la deuxième question, l'augmentation de la concentration atmosphérique des gaz à effet de serre résulte de l'utilisation des énergies, bien entendu, fossiles. Le contrôle de la qualité des milieux aquatiques, eh bien, c'est le DCO et le DBO5. La quatrième question, eh bien, la première étape, c'est le tri des déchets à la maison. La deuxième étape, c'est la collecte des déchets. Puis, vous avez le déchargement des déchets au niveau des centres de tri, tri au niveau des centres de tri, et enfin, transport des colis de déchets triés vers les unités de recyclage. Et donc, voilà, vous avez bien entendu, c'est le E3, E2, et puis bien sûr E4, E5 et enfin E1, c'est-à-dire, voilà ce que vous devez choisir. Ça, c'est donc la réponse définitive. Alors, recopiez les numéros de chacune des propositions suivantes, puis écrivez si c'est vrai ou c'est faux. La première question, ça concerne la désintégration des noyaux atomiques, c'est donc la radioactivité, et ça, elle ne fait pas partie de votre examen, c'est éliminé aussi. Et donc, il vous reste la deuxième, troisième et quatrième question. Les activités agricoles et industrielles excessives participent à la stabilité du taux atmosphérique du dioxyde de carbone. Eh bien, vous le savez, les activités agricoles et industrielles sont source d'émissions de gaz qui, au contraire, déstabilisent le taux atmosphérique en gaz à effet de serre. Donc ça, c'est pas vrai. Les pluies acides résultent de l'augmentation du taux des oxydes d'azote et des oxydes de soufre dans l'atmosphère. Eh bien oui, parce que le rejet de ces gaz dans l'atmosphère, mélangé avec les eaux de pluie, eh bien ça engendre des acides. L'amincissement de la couche d'ozone résulte de la réaction de l'ozone avec le dioxyde de carbone? Non, pas du tout, parce que l'amincissement de la couche d'ozone résulte surtout avec les composés fluorés, principalement le CFC. Donc j'élimine la première question puisque ça concerne la radioactivité, et donc voilà ce que vous avez comme réponse. Et malgré cela, vous savez très bien que la désintégration des noyaux atomiques, eh bien, s'accompagne bien sûr d'une production d'énergie, donc ça c'est vrai. La deuxième proposition c'est faux, la troisième c'est vrai, la dernière c'est faux. Voilà, c'est terminé et bonne chance.